Oh là, oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien nous, c'est bien Cantara, Cantara de retour. Bonjour les Cantariens, bonjour les Cantariennes, bonjour la Méditerranée. Cantara est de retour. Cantara reprend la parole, une parole libre et déterminée. Mais je m'emballe et j'oublie de saluer Dina. Dina, bonjour. Bonjour, Bonjour le bonjour Caire. Imen, bonjour Madrid, bonjour la Méditerranée. Et c'est très bien que Cantara reprend. Et bienvenue pour ce premier numéro de Cantara après de longues vacances. C'est un plaisir que de t'entendre et en fait c'est un plaisir de réentendre tout le monde. Tunis, Ajaccio, Bastia, Rabat, Le Caire, Beyrouth aussi. Et oui, parce que Cantara est d'abord un réseau de complicité. Maya Dassili de RTCI Tunis, Nadia Labelkhoto de chaîne Interrabat, Thomas Brunelli, Pierre-Louis Alessandri de RCFM, France Bleu Frequenza Mora, Ilan Wenzer de Radio Exterior d'Espagne. Et Dina Abdelmegid de Radio Le Caire. Et notre nouvelle recrue, Nanette Ziadé Ritter de la radio publique libanaise. Pour l'heure, nous n'en dirons pas plus, n'est-ce pas Dina? On ne dira pas plus. Mais retenez bien quand même ce nom, Nanette Ziadi Ritter. C'est un jour spécial, Iman. Un jour spécial doit commencer par quelque chose de spécial. Tu m'en diras tant. Super spécial, comme disent les jeunes, enfin les plus jeunes que nous. C'est parti. Bonjour Iman, bonjour tout le monde. Alors, le jour est arrivé, Cantara reprend. Ça t'inspire quoi, ça? Disons que j'en suis très heureux, je dois dire même un peu fier que finalement cette expérience continue. Et on se l'est toujours dit, nous, depuis toutes ces années, il fallait évoluer constamment. Quelque chose qui n'évolue pas, comme une émission de radio ou un organisme humain, s'il n'évolue pas, il meurt. Et donc on a toujours évolué, et là vous prenez en charge la dernière en date de l'évolution, qui est le résultat des évolutions de nos radios respectives, de la société, des difficultés de chaque radio. Certains disent que nous sommes têtus, comme des mules. Écoute, il faut croire effectivement, parce que depuis maintenant 98, pour résister, il a fallu du temps, de la patience, le règlement de beaucoup de conflits, et puis finalement vivre avec cette amitié et cet affectif qui nous réunissait, même si quelquefois on s'est engueulé, mais ça c'est la vie. Et donc, on a vécu une aventure humaine entre nous. Et c'est peut-être pour ça. C'était pas simplement un projet technique avec des Absolument. briques qui montent pour faire une maison. C'était un vécu, c'était une expérience de vie, disons. Et puis, finalement, ça correspondait au temps, puisque on a su entrer dans cette Méditerranée par une porte où personne n'entrait jamais. Disons qu'on a créé quelque chose, modestement. Oui, surtout, on sait parler directement, on sait parler parfois très franchement, jusqu'à la colère, jusqu'au coup d'éclat, mais nous sommes méditerranéens, Pierre. Ben oui, et c'est ça, être méditerranéen. C'est dans tous les aspects de la personnalité. On passe de la joie, de la dérision, à la colère, et puis tout se calme. C'est ça. Et il faut profiter de notre mentalité, de notre caractère méditerranéen pour avancer avec les armes qu'on a, quoi. Eh bien, Pierre, nous sommes très heureux de t'avoir eu comme ça pour commencer le programme, pour commencer cette nouvelle saison Cantara. Je suis sûre que tu as
un ou deux conseils à nous donner avant de nous dire au revoir. Les conseils, tu sais, les conseils, oui, c'est de rester vous-même surtout, voilà, et de toujours communiquer entre vous, de garder ces liens affectifs, ces liens qui constituent votre tribu, c'est ça le grand capital. Ce n'est pas finalement l'émission en elle-même, c'est ce qu'elle porte en vous-même qui est important et qui est projeté dans l'avenir. Ça me semble être le meilleur conseil possible. Merci beaucoup Pierre. Pierre-Marie, on ne peut pas l'oublier quand on dit Kantara, c'est Pierre-Marie et c'est le parrain de Kantara. Kantara, ton bébé a grandi, voilà, il a grandi et il est devenu vraiment indépendant. Merci pour tout, Pierre. Merci pour nous avoir réunis, pour nous avoir fait découvrir une autre Méditerranée. Et justement, c'est vers la rive sud de la Méditerranée que nous allons, vers Tunis, où il y a 7 ans, presque jour pour jour, le geste désespéré d'un jeune homme et la sorte de colère accumulée par une population débouchée sur une révolution. Les Tunisiens célèbrent ce 14 janvier 2018 l'anniversaire de la révolution de la liberté et de la dignité. 7 ans ont passé depuis ce jour mémorable où Zine El Abidine Ben Ali, président de la Tunisie depuis 23 ans, quittait le pays à la grande joie des Tunisiens. Lina Benmehni, blogueuse et militante, fille de l'ex-prisonnier politique Sadr Benmehni, s'en souvient comme si c'était hier. Alors, j'ai les larmes aux yeux, je pourrai jamais oublier ces moments-là. La nuit d'avant, j'étais sur l'avenue Habib Bourguiba, donc quand les gens sont sortis pour applaudir Ben Ali, et j'ai pas pu dormir de toute la nuit, donc je suivais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Tout le matin, je me suis dirigée vers le local de l'UGTT parce que c'était le point de rencontre et on a marché jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, j'ai pu voir mon père pour la première fois après plus d'un mois parce que j'ai dû quitter la maison pour ne pas être arrêtée. Et donc, je me déplaçais d'un endroit à un autre. Et puis, voilà, nous étions là au milieu de cette grande foule, juste devant le ministère de l'Intérieur. Et il y a un moment fort que je mentionne à chaque fois. Voilà, mon père me montrait toujours un balcon du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, il le cite même dans son livre qu'il vient de publier. Donc, il m'a dit, j'ai failli me jeter de ce balcon-là parce qu'on me torturait et on voulait qu'on dénonce mes camarades et tout ça. Donc, j'ai pensé au suicide pour ne pas dénoncer les camarades. Donc, à chaque fois qu'on passait devant le ministère de l'Intérieur, il me répétait la même chose. Ce jour-là, il m'a dit, voilà, maintenant, j'ai fait mon deuil. Il m'a demandé de prendre le balcon en photo, chose qu'on ne pouvait pas faire avant d'ailleurs. Oui. Je me rappelle qu'à un certain moment, sous le régime de Ben Ali, j'ai écrit un texte où je parlais du comportement des Tunisiens quand ils passaient devant le ministère de l'Intérieur. Donc, ils baissaient la tête, ils essayaient de passer rapidement et tout ça. Donc, pour moi, c'était un moment très fort. Les gens qui criaient tous ensemble, dégage, dégage. J'étais soulagée à ce moment-là, après une nuit horrible. Vous avez parlé des mères de martyrs que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué? Oui, bien sûr. Je me rappelle que, à Argheb, donc, je suis partie au milieu de la nuit pour éviter, bien sûr, la police et tout ça. Et je me rappelle bien que chez la mère du martyr Nizar Slim, c'était le premier martyr que je vois, la première dépouille. Et donc, j'étais là, je pleurais, j'avais mon appareil photo entre les mains, mais je pouvais pas prendre de photos. Je tremblais, je sanglotais, mais c'était la maman qui m'a encouragée à le faire. Elle m'a dit, tu dois montrer ça au monde entier, donc vas-y, ne tremble pas, n'hésite pas à prendre la photo, c'est ton devoir de le faire. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre certaines photos et filmer une séquence chez eux. Mais
c'était vraiment très très difficile, je pourrais jamais oublier cela. Quel bilan vous dressez des droits et libertés en Tunisie? Il y a certes des avancées, des acquis, des avancées mentionnées même dans la Constitution de 2014, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, bien sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Bon, moi, contrairement à ceux et celles qui pensent que rien n'a changé, je pense que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, même si les gens disent qu'est-ce qu'on a fait avec cette liberté d'expression, moi je dis que c'est très important parce qu'au moins on peut dire la vérité, on peut dénoncer les choses qui ne vont pas bien. Et ça, c'est très important parce que on peut aussi faire de la pression pour changer de la chose. Vous avez mentionné la Constitution. Si on n'avait pas eu cette liberté d'expression, ben, on n'aurait pas eu la Constitution qu'on a aujourd'hui. Parce que voilà, des gens ont fait de la pression pour avoir cette constitution-là qui mentionne certains droits humains et qui est considéré comme révolutionnaire. Malheureusement, il y a toujours des violations des droits humains, des atteintes à la liberté d'expression, mais au moins on peut parler de ça et faire de la résistance. Et ça, c'est très très important. Je reste optimiste pour la Tunisie. Certes, on a fait quelques pas sur le chemin du respect des droits humains. Certes, il y a de nouvelles lois qui protègent la dignité humaine, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. La lutte pour les droits humains, c'est une lutte en continu. Il ne faut pas désespérer, même si la situation est difficile en ce moment. C'est un processus révolutionnaire avec des hauts et des bas. Donc, il faut continuer, il faut résister. On salue Mayeda, parce que Mayeda est là. Bonjour. Bonjour Iman, bonjour Dina. Bonjour Mayada. Oui, alors Mayeda, c'est un anniversaire extrêmement important pour la Tunisie dans le contexte actuel. Oui, effectivement, c'est un anniversaire qui est très important pour les Tunisiens, mais c'est aussi un anniversaire qui se fait sur fond de contestation et on a l'impression que ça devient récurrent à chaque fois. Tous les mois de janvier, on a tendance à penser que c'est devenu le mois de la révolte en Tunisie et à chaque mois de janvier, il y a toujours des mouvements de protestation et de contestation sociale. Donc ce mois-ci également, en 2018, c'est un anniversaire que nous célébrons sur fond de protestation sociale. Il y a des protestations un peu partout dans les villes, ça devient de plus en plus chaud, mais bon, c'est toujours comme ça, disons, les mois de janvier. Ce sont des mouvements et de protestations qui sont aussi soutenus par un certain nombre d'organisations et de partis politiques qui, je rappelle, sont dus en fait à une loi de finances dont certains articles, c'est une loi de finances qui pèse très très lourd sur la classe moyenne tunisienne avec un pouvoir d'achat qui se détériore de plus en plus. Dina? Oui, il faut dire, Mayada, que ce qui se passe chez vous, c'est exactement ce qui se passe chez nous, après la Révolution aussi. Est-ce que tu crois que cette violence ou ces manifestations peuvent aboutir à une deuxième révolution? Une deuxième révolution, non, je ne pense pas, parce que je ne pense pas que le pays supportera une deuxième révolution, et ça, les Tunisiens en sont conscients. Même s'ils ne regrettent pas la première, ils sont fiers, et même si vous leur disiez que c'était à refaire, ils vous diront oui, on refera la révolution. Mais est-ce que le pays, l'économie, les structures de l'État, la population sont en mesure de supporter une deuxième révolution? Je ne pense pas, parce que comme vous le savez, après chaque révolution, il y a une période transitoire, et dans cette période, alors toutes les structures de l'État sont fragilisées, mais surtout c'est le secteur économique qui est frappé de plein fouet. Et je peux dire que ce qui marque le plus, en fait, ce qui a le plus marqué ces 7 ans post-révolution, parce qu'on n'arrête pas de faire le bilan, de parler, de faire, de célébrer cet anniversaire, en essayant de faire à chaque fois le bilan. Je pense que ce qui a le plus marqué, beaucoup plus que l'aspect politique qui était très important, parce qu'on parle de pluralisme, on a eu des élections libres et transparentes pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Ça c'était exceptionnel, il y a eu tellement de choses, il y a eu un prix Nobel, il y a eu beaucoup de choses, mais ce qui a marqué le plus le Tunisien, ce qui les préoccupe le plus, c'est vraiment le côté économique, c'est la crise économique, et parce que ça devient structurel aussi, on a l'impression. Donc ça empire d'une année à une autre, mais est-ce que ça va nous pousser à faire une deuxième révolution? Non, je ne pense pas, mais
Ce qui est bien, c'est qu'il y a un climat qui favorise des mouvements de protestation. Je pense que c'est pas mal parce que les gens protestent aujourd'hui quand il y a quelque chose qui ne va bien, qui va pas bien. Enfin, comme vous l'avez entendu déjà dans le reportage, à l'avenue Habib Bourguiba, des milliers de personnes protestent pacifiquement. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi à côté de ces mouvements de protestation toujours quelques grabuges et des casseurs, enfin dans quelques quartiers populaires, mais disons que les protestations jusque-là sont pacifiques et demandent en fait la révision de la loi de finances 2018. Eh bien, nous resterons très attentifs à ce qui pourrait se passer dans le courant de la semaine et nous reviendrons sur cette situation en Tunisie la semaine prochaine, certainement. Certainement, avec plaisir. Merci beaucoup, Iman. Merci à toi. Au revoir. Merci. Merci, Mayada. Au revoir. Ces notes du génial musicien libanais Aram Malakian invitent au voyage. Alors ne boudons surtout pas notre joie et continuons le voyage. Après la Tunisie, le Maroc, notre amie Nadila a voulu donner la parole à la majorité silencieuse, aux citoyens. Alors elle a sillonné les rues de Rabat et posé la question suivante aux passants. Qu'attendez-vous de 2018 ? Des réponses où se mêlent optimisme prudent et bon sens. 2018 vient à peine de commencer. Nous avons fait un petit tour dans les boulevards de Rabat. Question de recueillir quelques impressions, quelques propositions, quelques attentes. Les points de vue et les attentes divergent quant à la façon d'aborder 2018. يعني متفائلة عام جديد حوايج جديدين شي حاجة مختلفة على هذا العام إن شاء الله. Comment tu vois 2018? Rien ne va changer en 2018, c'est toujours, on vit toujours la même chose, donc ça dépend de la personne là maintenant, s'il souhaite faire un changement. Tu dois être persévérant, tu attends, Inch'Allah, réaliser des choses. Il doit le faire parce que c'est l'occasion, avec un nouvel an, quoi. Tu dois changer tes objectifs, te préparer un peu. Et là, c'est la couleur. Pour toi, 2018, est-ce qu'elle a bien commencé? Est-ce qu'elle se présente bien? J'ai pris ma licence cette année. Voilà, maintenant, je cherche un master pour continuer mes études. Honnêtement, je sais pas, aucune idée pour 2018, mais bon, j'espère rester à mon travail, ne pas le quitter parce que je travaille dans un centre d'appel. Ça fait maintenant 1 an. Et j'espère que je vais rester dans un centre d'appel en train de bosser. Je vais passer un bac livre parce que j'ai pas réussi à passer mon bac. À part ça, rien. Je peux pas vous dire quelque chose de plus que ça. Vu la conjoncture internationale et tout ça, comment vous voyez 2018? سنة 18 غادي تكون فيها غادي تقوى الاحتجاجات الاجتماعية نظرا لكون الحكومة الحالية. L'année 2018 serait marquée par des revendications d'ordre social. Le gouvernement n'a pas présenté de plan social. Le contexte international ne donne pas, lui non plus, de signes d'optimisme. السياق الدولي هو كذلك يعني le contexte international حتى هو ما تيعطيش واحد علامات ديال التفاؤل. Comment vous avez abordé cette année? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous en attendez? Mon vœu, c'est la santé et la paix du Maroc. والأمن في البلاد. Vous avez entendu ces points de vue, ça diffère d'une personne à l'autre. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne année 2018, plein de bonheur et de réussite. Curieusement, Dina, personne n'a parlé du mondial de football, alors que le Maroc est qualifié. Alors nous, nous allons essayer d'y remédier et nous allons apporter notre soutien aux Lions de l'Atlas. Alors encore, bon vent les Lions de l'Atlas.
Et au pharaon aussi, hein. Nous sommes aussi qualifiés. C'est vrai. Alors là, Oui. donc, bon vont les lions de l'Atlas et les pharaons. Voilà. Et oui, les pharaons qui se sont qualifiés pour la 3e fois après 28 ans d'absence. Hein. Après 28 Ah ben, ans. il était temps de maintenant, revenir, oui. bah oui, on se retrouve au groupe A avec la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Ah, vous avez Et, vos chances là. Hein. oui, on a le chance, Oui, mais oui. l'Uruguay, c'est ça, l'Uruguay est la 2e. Mais Oui. je crois que c'est jouable. Et oui, et on a, grâce bien sûr à Mohamed Salah, notre sacré meilleur joueur africain de l'année 2017 par la CAF et bien sûr le technicien Argentin Cooper. Et l'Espagne, Iman? Au mondial, tu veux dire? Ben oui, si tu veux, mais pas seulement. Quelles sont les prévisions pour 2018? D'accord. Les prévisions pour 2018, nous vous avons préparé un petit cocktail. J'ai eu ici la collaboration inestimable de Guillaume Bontoux du service information de la Radio Extérieure d'Espagne pour les prévisions Espagne. Mais nos auditeurs pourront retrouver ces prévisions sur notre page Facebook en document complémentaire. Surtout, amis auditeurs, consultez régulièrement notre site Facebook. C'est l'autre face de Kantara. Après la Tunisie, le Maroc, la Corse. Et là, plus de prévisions ni de prospectives. Pierre-Louis Alessandri, depuis Bastia, a préféré nous conter une histoire pleine d'humanisme, une histoire pratiquement hors temps, bien qu'inscrite dans un contexte historique précis. Dans la nuit du 7 au 8 février 1927 à Cozzano, un village de Corse du Sud, 12 ouvriers italiens venus couper du bois pour une société corse avaient trouvé la mort. Durant 90 ans, les corps des 12 victimes reposaient au cimetière de Cozzano, en Corse du Sud. Mais la semaine dernière, les urnes mortuaires ont enfin rejoint l'Italie. On écoute Pierre-Louis Alessandri. Tornano a casa, titrait le Corriere della Sera, les 12 jeunes boscaioli italiens qui périrent dans la tourmente neigeuse qui s'abattit sur la Corse dans la nuit du 7 au 8 février 1927. Ces boscaioli ont retrouvé la terre de leur village de Piandellagotti, près de Modena, après avoir reposé 90 ans dans le cimetière de Cozzano. Un drame de l'immigration. Ces jeunes étaient venus abattre des Larici pour une société corse. Ils vivaient pauvrement dans une cabane en pleine forêt. Ce soir de tourmente, alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de leur pauvre masure, 2 pins énormes s'abattent sur eux. Un seul homme réussit à se dégager et après plusieurs heures de marche dans la neige, il réussit à trouver du secours à Cozzano. Mais pour 12 d'entre eux, il était trop tard, dont 4 frères et 3 cousins tués. Un drame qui émeut la Corse. À leur enterrement, aucun représentant officiel de l'Italie, qui était fasciste à l'époque. La France honore ses victimes avec la présence du préfet de la Corse. Durant 90 ans, les tentatives pour rapatrier les corps n'aboutissent pas. Le maire de Piandellagotti, Elio Pierazzi. Les conditions ont été créées pour pouvoir réussir le transfert. Pour nous, c'était important parce qu'il entretient le souvenir de nos enfants avec ce retour à la maison. C'est important pour nos racines, pour la mémoire, et cela grâce à nos amis français qui ont conservé leurs dépouilles toutes ces années avec respect. Alors comment s'est faite la décision? Il a fallu du temps, mais c'était important pour Frassinor de ne pas oublier, car ce sont nos migrants. Maintenant, il y a un autre type de migration et le respect de la vie humaine doit rester quelque chose de très très important.
Y a-t-il eu une cérémonie? Oui, une cérémonie solennelle avec la bénédiction dans notre église où les 12 cercueils étaient exposés et puis l'inhumation aura lieu dans quelques jours. In attesa di appunto sistemarli definitivamente poi nel cimitero locale quando il tempo lo consentirà. Cela clôt une histoire, mais une autre doit s'ouvrir avec Kotzan et cela pour la mémoire de nos enfants. Décembre 2017, les urnes mortuaires arrivent à Piandellagotti, accueillies par la musique, la population, les représentants de l'État, les élus locaux. Erano partiti con la neve, sono tornati a casa con la neve, déclare ému le maire de Piandellagotti, Elio Pierazzi. Une histoire vieille comme le monde, celle de l'indifférence, de l'insensibilité. Et bien sûr, Kantara continue son chemin. Cette musique se justifie encore plus en ce moment précis. Bonjour Nanette Ziadeh Ritter, bonjour le Liban, bienvenue. Bonjour Iman, vous allez bien? Très bien. J'ai avec moi Dina Abdelmegid, notre amie égyptienne de Radio Le Caire. Oui, bonjour. Nanette, nous voulons tout savoir de toi, ou presque. Je commence par quoi? Tu commences par nous dire qui est Nanette? Nanette fait plein de choses dans la vie. Elle est animatrice radio, elle fut journaliste politique, elle a fait de la télévision, elle est rédactrice en chef. Bon, bref, une journaliste multifacette. Parfait. Qui vit dans un monde francophone. Parfait, Dina, voilà. On a une bonne recrue. Oui. Tout terrain. Tout terrain, oui. Eh bien, cette fois-ci, pour cette fois-ci, Nanette, tu t'es occupée de l'espace. C'est un espace nouveau à Kantara, découverte musicale, et tu nous proposes une pièce très, très intéressante. Alors oui, une des vocations de mon émission, c'est de permettre aux jeunes talents, voire moins jeunes, mais qui s'aventurent, qui n'ont pas peur de prendre des risques et de s'exposer, même s'ils n'ont pas toujours été de la profession, donc de leur donner une sorte d'arène pour se faire connaître. Et là, en l'occurrence, vous avez un petit spécimen d'une jeune femme qui s'est mise à la chanson, parce que ça a toujours été sa passion, même si ça n'a pas toujours été son métier. Et j'ai choisi de vous proposer un petit extrait d'une interview que j'ai faite avec elle. Nous allons découvrir cette découverte musicale, si j'ose dire, que nous a concocté Nanette, mais de main de maître. Merci beaucoup, Nanette. Merci. J'espère que la semaine prochaine, on te retrouvera pour d'autres sujets, pour d'autres thèmes, d'autres blocs. Avec plaisir. J'espère aussi. Rita O'Case, alias Blue, a toujours été férue de musique. Aujourd'hui, la jeune femme libanaise a décidé de franchir le pas et de donner une nouvelle dimension à cette passion. Un premier EP suivi d'un concert. Petit portrait d'une femme tout sauf frileuse. Je vais d'emblée vous introduire avec votre nom de scène puisque c'est celui-ci qui figure sur ce premier EP qui s'appelle Blue, le nom de scène que vous avez adopté. Vous avez voulu changer de nom pour une raison particulière ? Non, pas du tout. En fait, c'est aussi mon surnom que je me suis donné il y a quelques années. Et voilà, c'est un mot que j'aime bien phonétiquement et que je trouve qui me ressemble. Donc voilà. Vous avez le bleu à l'âme, Rita ? Voilà, oui, un souvent. petit peu. Souvent. Je ne sais
grosse mélancolie dans ce tout premier morceau qui porte bien son nom, Blue comme moi. Blue, vous êtes donc très souvent mélancolique. C'est ce qui vous pousse à écrire des chansons, à composer. C'est vous qui écrivez la musique et les paroles des chansons. Exact. Vous êtes évidemment accompagné de collaborateurs. Vous avez Zed Hamdan qui est à la guitare et au chant, à la basse également, de temps en temps. Marc Kotsi qui est à la guitare, à la batterie, à la basse, à la mandoline et au synthétiseur. Et Antonia Binader qui est à la batterie sur ce morceau-là en l'occurrence. Voilà. Alors vous êtes quand même entouré de gens qui viennent tout à fait du monde de la musique, des professionnels. Vous, c'est la première fois, mais est-ce que vous vous êtes entraîné à ce métier-là, qui n'est pas le vôtre finalement, puisque vous faites autre chose? Oui, alors je me suis entraînée. En fait, ma première expérience avec la musique, c'était dans un groupe qui s'appelle Zayd and the Wings avec Zed Hamdan en 2010, où j'ai rejoint ce groupe sur les claviers. Et donc, ça m'a un peu... Là, vous étiez donné musicienne en l'occurrence, puisque vous faites du piano. Voilà, ouais. Exact. J'ai toujours composé un peu dans mon coin des petits morceaux instrumentaux. Et puis, quand j'ai rencontré Zed, je lui avais dit que j'avais envie de chanter. Il m'a dit, si tu veux chanter, il faut écrire des chansons. Donc, voilà, je me suis mise je me suis mis ce défi. Et voilà, cette année, j'ai décidé de produire ces quelques chansons que j'avais écrites. Je compose à la guitare un peu et au piano un peu, ça dépend des chansons. En fait, ce que je fais, c'est des petites parties de chansons qu'à la fin, je racole et j'essaye de rallonger la chanson. En fait, c'est un peu comme ça que je travaille. Une sorte de puzzle, quoi. Voilà, ouais. Exact. Alors, le dernier morceau, c'est une reprise. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire une reprise sur un EP de 5 morceaux? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce morceau? C'est une chanson qui a été composée par un Égyptien, Hani Shenouda. Et les paroles ont été écrites par Abdelrahim Mansour, exact. Et elle ressemble aussi dans les paroles à ma chanson Blue comme moi, parce qu'il y a aussi l'amour de la mer et du ciel. Donc voilà, j'ai trouvé que ça faisait sens. Hola Toti. Hola. Je suis avec Dina Abdelmegid, qui est notre collègue de Radio Le Caire. Et justement, apparemment, ça l'a un peu titillé de savoir qu'il y avait une basque parmi nous, une femme de lettres qui n'arrête pas d'écrire. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Le soleil, la lune, les étoiles, les comètes ont depuis tout temps, tour à tour, fasciné ou terrifié les humains. Et ces derniers ont tôt fait de se rendre compte qu'elles ne faisaient pas que briller dans le firmament, mais qu'elles rythmaient la vie des plantes, la venue des pluies, la vie des bêtes, les migrations des oiseaux. Et ils ont compris que le soleil, la lune, rythmaient aussi leur propre vie d'humains. Et les hommes ont alors considéré que le soleil, la lune, les étoiles étaient trop puissants pour être ignorés, qu'il fallait les célébrer, les honorer, leur faire des offrandes. Et c'est ainsi que sont nés, entre autres, les rites saisonniers. Toti, tu es d'accord avec cette introduction? Oui, évidemment. Moi, j'ai toujours dit que les premiers hommes et femmes ont cru en ce qu'ils voyaient. Et ils voyaient que les soleils s'élevaient, se couchaient, la lune apparaissait, les étoiles. Alors, ils ne comprenaient pas ça et ils ont donné des explications, enfin, leurs propres idées. Nous, ici, au Pays Basque, on a cru, et les légendes se sont conservées, et les gens croyaient que la terre était la mer. C'est une déesse mère. On n'a pas eu de dieu père. On a eu une déesse mère, qui était la mère du soleil et de la lune.
Mais c'est bien, c'est si, les légendes méditerranéennes à l'envers. Oui, mais le soleil dans notre culture est féminin aussi. C'est la soleil, c'est-à-dire la mère soleil et la mère lune, qui sont les filles de la mère, de la terre-mère. Oui, et chez nous aussi, le soleil, en fait, c'est féminin. Très bien. Très bien. Alors, Toti Martínez de Lecea est une femme de lettres espagnole, basque, un auteur prolifique, passionné d'histoire, grande conteuse devant l'éternel. Je ne vais pas faire ici le décompte de ses écrits parce que cela nous prendrait au bas mot 3 cantaras. Toti est aussi passionnée de légendes, de ces terres de montagnes et de grands bois mystérieux que sont le Pays basque et la Navarre. Elle a publié notamment Leyendas de Euskal un ouvrage d'ordre anthropologique ou marchant sur les traces du grand maître Barandiaran qui avait fait un travail spectaculaire à la fin du 19e siècle, non, Toti? Oui, commencement du 20e siècle. Oui. Au commencement Il y en a eu d'autres, c'était 2 ou 3 hommes, des prêtres. Oui, c'était toujours des prêtres. Ils ont le temps aussi. Il faut reconnaître qu'ils ont plus de temps que le reste des mortels. Peut-être ils étaient plus préparés, mais c'est curieux que des hommes de la religion catholique aient approfondi cette façon ce qui était les croyances de la religion païenne, non, avant le christianisme, qui chez nous a été plus longue parce que les Pays basques, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle maintenant les Pays basques et Euskadi, c'était les 3 provinces qui sont actuellement, plus la Navarre, plus ce qu'on appelle le Pays basque français, plus les Béarn et la Bigorre et les comtés de Foix. Alors, c'était assez grand, c'était les Pyrénées. Voilà, on peut parler d'une culture pyrénéenne. Oui, et ces hommes, à la fin du XXe siècle, commencement du XIXe siècle, commencement du XXe siècle, on pensait que, évidemment, notre culture et notre littérature a été orale, a été transmise, des parents aux enfants, comme ça. Mais ça s'est fini à l'arrivée de l'électricité. Il n'y avait plus de feu. Les gens ne se réunissaient plus autour du foyer pour raconter des histoires le soir. Et surtout quand la radio est apparue, c'était la radio a pris le lieu de la littérature orale. C'était la radio qui comptait. Alors les gens ont laissé les compter. Et ces hommes ont allé des basseries, de ferme en ferme, de village en village, essayant de ramasser tout ce qui restait de la tradition et des légendes, des voix de la bouche des anciens. Je ne vais pas m'étendre sur la biographie de Toti ni sur ses œuvres. Vous trouverez une note et des éléments biographiques en allant sur notre page Facebook, la page Facebook de Kantara. Toti, nous allons traiter ici de l'importance du solstice d'hiver dans tout le pourtour méditerranéen. Et bien sûr, nous avons aussi la curiosité de savoir si cet intérêt s'exprime de la même manière au nord. Oui, un peu éloigné de la Méditerranée, nous sommes. Dina, tu t'es intéressée au calendrier à la mesure du temps, à travers l'histoire de l'Égypte pharaonique. Nous t'écoutons. Tout au début de l'époque archaïque, avant le 4e millénaire, les Égyptiens utilisaient pour leur datation le cycle lunaire, qui compte 354 jours. Les 12 mois lunaires comportaient alternativement 29 et 30 jours. C'est probablement au 28e siècle avant Jésus-Christ, durant la 3e dynastie de l'ancien empire pharaonique, que l'Égypte s'est dotée d'un calendrier beaucoup plus fixe, fondé sur l'apparition annuelle d'une étoile très brillante, Sirius. Le lever héliaque, en même temps que le soleil, de Sirius en Égypte coïncidait avec la crue du Nil pendant l'actuel mois de juin. Les festivités coptes sont calculées selon le calendrier copte, celui de l'Égypte ancienne. Ce calendrier copte est différent du calendrier grégorien pour des raisons historiques. Si les Occidentaux ont accepté de corriger leur calendrier, les Orientaux, surtout les Égyptiens,
ont préféré garder le calendrier copte provenant du calendrier de l'Égypte antique. Toutes les festivités religieuses sont calculées en fonction de ce calendrier. C'est en raison de ces modifications qu'il y a une différence de 13 jours entre la célébration de la Nativité chez les catholiques le 25 décembre et les orthodoxes le 7 janvier de l'année qui suit. Chaque 21 décembre, jour du solstice d'hiver, le temple de Karnak se trouve dans une configuration solaire telle qu'au lever de l'astre. Les rayons se trouvent perpendiculaires à son axe. Ils vont ainsi éclairer le sanctuaire. Le Saint des Saints, le Naos du dieu Amon-Rê, qui se trouve habituellement plongé dans une profonde obscurité, c'est un phénomène extraordinaire qui souligne lumineusement que les temples sont des monuments architecturaux ayant une vocation religieuse et une dimension spirituelle. Les anciens Égyptiens accordaient une importance capitale à l'orientation astrale de ces édifices, les phases du rituel de fondation étant extrêmement étudiées et travaillées. Le temple d'Amon-Rê à Karnak a été orienté en direction du lever du soleil au solstice d'hiver, sous le règne de Sésostris Ier, c'est-à-dire dans la direction de l'astre à son apparition un 19, 20 ou 21 décembre. Le plus important aspect du temple de Karnak est la dimension solaire de sa divinité Amon-Rê. Le dieu de Karnak a récupéré à son profit la théologie solaire héliopolitaine de Ré-Atoum et les hymnes et prières qui lui sont adressés sont, on le sait, de simples transpositions des hymnes solaires dans son horizon. Or, cette notion d'horizon recouvre une réalité matérielle très précise. L'horizon, c'est le point où le soleil se lève à l'Orient. C'est visuellement le lieu où il y a un contact entre le soleil et la terre, entre le monde des dieux qui est dans le ciel et le monde des humains. Les anciens Égyptiens ne cessent de nous émerveiller de leur connaissance, de leur savoir, de leur maîtrise architecturale, de leur approche du divin et de leur communion avec le ciel et les astres. Bien, alors, Dina, ce que tu nous racontais aussi dans ce reportage égyptien que Toti a d'ailleurs écouté puisque je le lui ai envoyé, c'est ces histoires de calendrier. L'Égypte a changé à plusieurs reprises de calendrier et on a l'impression que c'était lié à la religion, mais c'était lié aussi au pouvoir. C'était pour la religion ou c'était plutôt pour le pouvoir, comme tu dis, à cause du pouvoir? Dina. Oui. Je crois que oui, à cause du pouvoir, c'est-à-dire c'est les pharaons qui ont décidé de le garder, parce que c'était même après Jésus-Christ qu'on a gardé ça. C'est-à-dire on a changé après Jésus-Christ. Et c'était fondamental, cette date du solstice d'hiver. Oui, parce qu'en fait, l'année copte commence en septembre et pas en janvier. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on va continuer. Tu vas voir qu'on retrouve l'Égypte à partir de l'Afrique du Nord, ouest. Et tu verras que la date qui a été choisie pour établir un calendrier berbère a beaucoup à voir avec l'Égypte. Pour cette seconde acte, nous allons découvrir une célébration qui a survécu au temps et aux péripéties historiques, Enneyer, ou le Nouvel An berbère. D'abord à travers ce témoignage venu d'Oran, en Algérie, puis à travers un entretien avec un universitaire marocain. On écoute le reportage. Sabrina, en fait, est une jeune étudiante d'Oran, une aspirante à anthropologue, je crois, si elle n'a pas changé d'idée. Et elle va nous parler de comment se fête, comment se célèbre Enneyer dans cette région d'Algérie, pas vraiment berbérophone. Alors, en quoi consiste Enneyer, Sabrina? Alors, c'est une fête pour célébrer la nouvelle année agricole. Donc, ça se passe entre le 11 et le 13 janvier. Donc, dans la nuit du 11 au 12, on prépare un plat à base de blé, de fèves et de pois chiches. Donc, des légumes secs, un plat chaud. Oui. Ça s'appelle chefchef.
Et de la nuit du 12 au 13, c'est plutôt de la pâte fine, c'est-à-dire de l'ogeg avec une sauce qui ressemble à celle du couscous, plus des fruits secs, donc des amandes, des noix, des pistaches. Et plus récemment, on a ajouté des bonbons, du chocolat, du caramel. C'est pas très traditionnel, mais ça s'est ajouté après. Ce deuxième plat, qui est fait en fait de fruits secs et de friandises, doit faire la joie des enfants, non? Oui, justement. Et traditionnellement, on mettait l'enfant le plus jeune dans un grand plat et on versait ses friandises sur lui pour lui porter chance. Et ensuite, tout le monde se servait pour prendre sa part et les enfants avaient un petit sac où ils mettaient leurs friandises et ils se les partageaient. À part la nourriture et la joie qu'il peut y avoir dans la famille, est-ce que c'est comme d'autres fêtes où on achète des vêtements nouveaux, où on sort pour chanter, pour se rendre visite, etc.? Non, en fait, il y a pas vraiment de festivité genre danse et chant. C'est pas tant ça, c'est plus voilà, les plats et le fait de se retrouver en famille. Ennayer ou Yenayer? Ça dépend des régions. Par exemple, ici à Oran, on dit Yenayer. Et dans les régions berbérophones, c'est Yenayer. Dans la région d'Oran, c'est une fête qui est séculaire, qui date de très longtemps. Mais est-ce que quand on fête Ennayer, on a en tête une date? On est en l'an 2000, je sais pas quoi. Alors, c'est tout nouveau ce truc d'année, parce que c'est en 1980 qu'ils ont choisi l'intronisation d'un pharaon, Sheshonq Ier, comme date de lancement du calendrier berbère. Donc, c'était en 950 avant Jésus-Christ, ce qui nous fait cette année 2868. 2868. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a conscience de ça. Non, voilà, c'est que quelques berbérophones qui disent que c'est le calendrier berbère. Mais ici, par exemple, à Oran, il n'y a aucune date liée avec Nayr. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre exactement? La nouvelle année agricole. On célèbre la nouvelle année agricole. Voilà. L'année, tout simplement. Il n'y a pas de date précise. Bien, alors cette année, chez toi, on va célébrer Nayr? Oui, comme toutes les années. Le reportage du Maroc, en fait, c'était un collègue de l'université de Rabat qui a rencontré notre collègue Nadila Belkhotout de la radio publique internationale marocaine. Et il parlait bien sûr aussi de cette relation qu'avait le calendrier berbère, qui au départ est un calendrier simplement de l'année agricole, avec l'Égypte. Ahmed Assid, vous êtes un professeur-chercheur spécialiste de la culture amazigh. Nous célébrons cette année avec vous l'an amazigh qui coïncide avec le 12-13 janvier. Cette année, c'est l'an 2968. Ça remonte à très loin dans le temps. En fait, il s'agit de l'année, le jour de l'an agricole, où on célèbre l'attachement à la terre à travers tous les pays de l'Afrique du Nord. En préparant des plats traditionnels, en faisant la tagoula ou le couscous ou toutes sortes de plats traditionnels où on met à la fois toutes sortes de blé que donne la terre, on les cuit en même temps et ça s'appelle orkimen. Et ça c'est pour célébrer en fait l'attachement à la terre et pour attendre également une bonne année agricole. Mais le chiffre 2968, ça remonte au roi Sheshonq, qui était le roi amazigh libyen, qui est devenu pharaon en Égypte et qui a élargi son royaume jusqu'en Palestine 900 avant Jésus-Christ.
Et les Amazirs ont attaché leur fête agricole avec cette année-là. C'est l'année où est devenu un roi berbère, est devenu pharaon d'Égypte. C'est-à-dire que les Berbères, rois et peuples, vivaient en Égypte, vivaient en Libye. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun et qu'est-ce qui les différenciait puisqu'ils vivaient dans des régions géographiques différentes? Ils avaient d'abord la langue qui était commune, la langue amazigh à travers tous les pays de Tamazra, c'est-à-dire les pays de l'Afrique du Nord. Et même en Égypte, il y a des familles pharaons qui étaient des familles berbères d'origine libyenne. Et c'est pourquoi on trouve un lexique amazigh dans l'ancienne langue égyptienne. Comme par exemple aujourd'hui pour dire pyramide, les gens disent haram, alors que ce n'est pas un mot arabe. Parce que haram en arabe, c'est l'âge avant la vieillesse, mais après la jeunesse. Mais haram, qui signifie pyramide, ça vient de ahram, qui est le pyramide qu'on met sur la tombe. Et c'est un mot berbère qui est amazigh, qui est connu dans le Sahara, le Grand Sahara, c'est-à-dire le pays des Touaregs, et même chez les Numidiens et chez les royaumes amazighs anciens. Pour revenir aux festivités et aux célébrations qui marquent la célébration du Nouvel An, est-ce qu'elles sont les mêmes chez toutes les communautés amazighs partout en Afrique et en Égypte? Il y a une diversité étonnante, même au Maroc. Si on prend que le Maroc, il y a une grande différence entre les rites et les traditions du Souss et celles du Maroc central, le sud-est, du Rif. Mais il ne faut pas oublier que ces festivités sont également célébrées par la population arabophone. Bon, alors, que te semble cette théorie? Je ne la connaissais pas. Et de toute façon, nous ici, nous sommes beaucoup plus influencés, évidemment, par les Romains, premièrement, et puis l'Église catholique. Bien sûr. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que le christianisme a fait sienne les dates qui étaient importantes, que tu disais avant les calendriers agricoles, parce que ce n'est pas seulement le solstice de l'été, le solstice de l'hiver, c'est l'équinoxe du printemps. Absolument. Qui est la date la plus importante, c'est la Pâque. Et la Pâque... La résurrection. Si, la résurrection, mais c'est la résurrection de la terre. De la nature. Évidemment. Le moment de nous quitter est arrivé. De nous quitter, Dina, Toti, nos techniciens. Nous parlons du temps qui passe, et bien voilà, là il est passé rapidement. Avant de nous quitter, nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver à travers les podcasts de nos radios respectives. En Espagne, à la technique, se trouvait Pedro Belastegui. Et bien sûr, nous avons eu le privilège d'avoir avec nous Toti Martinez de l'ECA, que nous ne remercierons jamais assez. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir Imen, à la semaine prochaine. Au revoir Toti et Au bonne revoir. année.